Ma fille m'a interdit d'assister à son mariage parce qu'elle disait que ma présence vieillirait les photographies. Le matin de la réception, elle est arrivée au salon avec tous ses invités, dans sa robe blanche, dans sa joie soigneusement construite, et elle a trouvé les portes fermées à clé, les lumières éteintes et un billet de moi collé contre la vitre. J'avais écrit, de ma main la plus ferme, ces quelques mots que je n'aurais jamais cru écrire un jour à ma propre fille. On ne célèbre pas l'amour dans un endroit payé avec de la honte. Voilà, c'était tout. Et c'était assez. Je m'appelle Thérèse Lambercy. J'ai 78 ans. Je vis au 37 de la rue des Serruriers, à Strasbourg, dans un appartement dont les poutres en bois ont plus d'histoire que moi. Les murs sont blancs. Les fenêtres donnent sur une cour pavée où les pigeons se disputent les miettes du boulanger d'en face, et sur ma table de cuisine traîne toujours une tasse de café à moitié vide et une pile de courriers que je lis trop lentement depuis que mes lunettes ne suffisent de plus tout à fait. C'est une vie simple. C'est une vie à moi. Et cette vie, j'ai passé 40 ans à la mettre au service de quelqu'un qui, le jour de son mariage, a décidé que mon visage n'avait pas sa place dans le cadre. Je veux que vous restiez avec moi jusqu'à la fin. Ce que j'ai à vous raconter n'est pas une histoire de vengeance. Ce n'est pas une histoire de haine entre une mère et sa fille. C'est quelque chose de plus difficile à nommer que ça. C'est l'histoire d'une femme qui a compris, à 78 ans, qu'aimer en silence peut devenir une habitude si douce qu'on finit par croire que c'est la seule façon d'aimer. Et c'est l'histoire du jour où j'ai décidé que non, que cette façon-là avait assez duré. Mais avant de continuer, je dois reprendre mon souffle. Ces mots-là, même maintenant, ils pèsent. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez ce soir. Quelle ville, quelle région, quelle heure il est chez vous. Parce que je lis chacun de vos messages, et savoir que vous êtes là, quelque part dans le noir ou dans la lumière de votre salon, ça m'aide à continuer. Appuyez sur ce bouton « J'aime » si cette histoire vous touche déjà. Abonnez-vous si vous voulez entendre une nouvelle histoire chaque jour. Il y en a une qui arrive demain, et elle aussi sera vraie. Maintenant, laissez-moi vous parler de Gérard. Mon mari s'appelait Gérard Lambercy. Il était boulanger. Pas boulanger de façade, pas boulanger de vitrine avec des croissants dorés alignés pour les touristes. Boulanger de nuit, boulanger de farine sur les avant-bras jusqu'au coude, boulanger qui rentrait à la maison quand les enfants partaient à l'école et qui dormait dans le fauteuil du salon parce que le lit le rendait nerveux après tant d'années de lever à 3 heures du matin. Il avait les mains larges, les yeux clairs, et il riait d'une façon qui faisait vibrer les vitres. Je l'ai aimé pendant 42 ans sans jamais trouver les bons mots pour le lui dire comme il fallait, et lui ne m'en a jamais demandé. Nous nous comprenions autrement, par la façon dont je gardais son café chaud, par la façon dont il posait sa main sur mon épaule sans rien dire quand il voyait que j'avais pleuré. Ça, c'était notre langue. Gérard est mort il y a 9 ans. Une attaque cardiaque, un matin de novembre, dans la boulangerie qu'il avait tenue 30 ans. Il était en train de pétrir la pâte du lendemain. On m'a dit qu'il n'avait pas souffert. Je veux le croire. Il m'a laissé cet appartement, une petite épargne constituée centime par centime, sur 40 années de lever tôt et de nuit sans dormir, et une fille qui portait son prénom dans ses yeux, mais pas toujours dans son caractère. Anaïs. Ma fille. Anaïs avait 42 ans au moment du mariage. 42 ans, une carrière dans la communication, un appartement à elle au centre de Strasbourg et une façon de tenir sa tête qui m'a toujours rappelé sa grand-mère maternelle, une femme qui croyait que la dignité se portait comme un manteau, visible de loin et imperméable à tout. Anaïs était belle. Je ne dis pas ça parce que je suis sa mère. Je le dis parce que c'est vrai et que ça comptait beaucoup pour elle, cette beauté-là, peut-être trop. Elle avait appris très tôt que son apparence lui ouvrait des portes, et quelque part, sans s'en rendre compte, ou peut-être en s'en rendant parfaitement compte, elle avait commencé à trier les gens selon qu'ils ajoutaient ou soustrayaient quelque chose à l'image qu'elle voulait projeter. Je faisais partie de la deuxième catégorie. Je l'avais compris depuis longtemps. Je n'avais pas les bons vêtements, pas la bonne façon de parler dans les dîners, pas la bonne façon de rire. Quand Anaïs invitait des collègues à la maison, je remarquais qu'elle m'appelait moins, qu'elle programmait nos rencontres à des moments où personne d'autre ne serait là. Ce n'était pas cruel, ce n'était pas intentionnel, du moins je veux le croire. C'était simplement sa façon de compartimenter sa vie.
Et moi, j'acceptais ce compartiment-là parce que j'avais son amour dans les moments privés et que j'avais appris, depuis Gérard, à trouver ma nourriture dans les choses discrètes. Maxime Keller est entré dans la vie d'Anaïs 3 ans avant le mariage. Il avait 46 ans, travaillait dans l'immobilier de prestige, portait des costumes bien coupés et offrait à ma fille le genre de vie qu'elle avait toujours voulu. Il était correct avec moi. Poli, prévenant, le genre d'homme qui se lève quand vous entrez dans la pièce et qui vous demande si vous voulez autre chose. Mais il y avait dans ses yeux, quand il regardait Anaïs parler de leur projet, une façon de l'écouter, comme si ses mots construisaient un monde où je n'avais pas de rôle particulier à jouer. Je ne lui en voulais pas. Je ne lui en veux toujours pas. Il aimait ma fille. Il croyait qu'il connaissait ma fille. Ce qui s'est passé le jour du mariage lui a appris qu'il y avait des parties de ma fille qu'Anaïs elle-même ne lui avait pas montrées. Le projet du mariage a commencé 18 mois avant la cérémonie. Anaïs est venue me voir un dimanche après-midi avec des magazines ouverts sur sa tablette et des yeux brillants que je n'avais pas vus depuis qu'elle avait 12 ans et qu'elle m'avait montré son premier poème. Elle voulait un mariage élégant. Une réception dans un domaine alsacien, quelque part entre Strasbourg et Obernai, avec des tables en lin blanc, de la vaisselle en porcelaine, un menu qui rendrait hommage à la cuisine de la région, du Gewürztraminer servi dans des verres fins et des photographies en style éditorial que les gens regarderaient dans 10 ans et qui diraient encore quelque chose de beau. Je l'ai écouté avec toute l'attention que j'avais. Et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que les mères voient et que les filles ne savent pas qu'elles montrent. Elle avait peur. Peur que ce beau mariage reste un rêve. Peur que les économies du couple ne suffisent pas pour le salon qu'elle avait dans la tête. Et elle regardait ses magazines en faisant des calculs qu'elle n'osait pas encore formuler à voix haute. C'est moi qui ai parlé la première. Je lui ai dit que j'avais mis de côté une partie de l'héritage de Gérard, que cet argent dormait dans un compte que je n'avais jamais eu envie de dépenser pour moi, parce que chaque fois que j'ouvrais ce livret, je pensais à ses mains couvertes de farine et que ça me semblait mal de l'utiliser pour des choses ordinaires. Mais pour le mariage d'Anaïs, pour voir sa fille heureuse dans la lumière de l'endroit qu'elle avait rêvé, ça, c'était quelque chose que Gérard aurait compris, qu'il aurait voulu. Anaïs a pleuré, de vraies larmes, pas les larmes calculées qu'elle maîtrisait si bien dans les situations sociales délicates. De vraies larmes de sa vraie fille, celles qu'elle cachait aux autres et qui existaient encore quelque part derrière les costumes et les projets. Elle m'a pris les mains et elle a dit « Merci, maman ». Et je l'ai cru entièrement. Nous avons visité la maison des Tilleuls un samedi de mars. C'était un domaine près d'Obernai, une vieille bâtisse rénovée avec du goût, des salles avec des poutres apparentes et des baies vitrées qui donnaient sur un jardin planté de tilleuls. Benoît Schmitt, le directeur, nous a reçus avec du café et des bredelles posées sur un plateau en argent. Il avait 51 ans, une voix posée et cette façon qu'ont les gens compétents de vous faire sentir que tout est possible si on s'y prend bien. Anaïs était rayonnante. Elle prenait des notes sur son téléphone, posait des questions sur la disposition des tables, sur les prestataires recommandés, sur le traiteur qui travaillait habituellement avec eux. Et moi, j'étais là, à côté d'elle, à regarder ma fille construire son rêve avec une fierté tranquille qui me remplissait la poitrine. C'est à ce moment-là, pendant que Benoît nous expliquait les modalités du contrat, qu'Odette Fuchs, mon amie de toujours, m'avait appelé la veille au soir et m'avait dit quelque chose que j'avais à moitié écouté. Odette avait 70 ans, une mémoire d'éléphant et un instinct que j'avais appris à respecter au fil des décennies. Elle m'avait dit, de sa voix directe qui ne cherchait jamais à embellir les choses, qu'il fallait que mon nom soit sur le contrat. Que si je contribuais financièrement à quelque chose d'aussi important, il fallait une trace, pas pour l'argent, mais pour la protection, et qu'une clause devrait préciser que ma participation financière était conditionnée à mon statut de membre de la famille accueilli à la réception. J'avais trouvé ça excessif sur le moment. J'avais même eu honte d'y penser. Protéger un dépôt financier contre ma propre fille. Quelle sorte de mère prévoit une telle chose? Mais Odette connaissait Anaïs depuis qu'elle était petite. Et Odette avait vu des choses que moi, aveuglée par l'amour maternel, je n'avais pas voulu voir. Elle avait vu comment Anaïs me présentait différemment selon les contextes. Ici, ma mère, la femme du boulanger. Là, une connaissance de la famille. Elle m'avait vu accepter ça avec le sourire.
et elle avait décidé, ce soir-là au téléphone, que quelqu'un devait penser à me protéger, puisque je ne le faisais pas moi-même. J'ai demandé à Benoît si une telle clause était possible. Il n'a pas semblé surpris. Il a dit qu'il travaillait dans les réceptions depuis 25 ans et qu'il avait tout vu. Il a dit que ce type de disposition se rédigeait parfois, pas souvent mais ça existait, et que si la contributrice principale souhaitait une mention de son rôle dans le contrat avec une condition de présence, c'était légalement défendable si c'était formalisé correctement. Anaïs était au téléphone dans le couloir quand nous en avons parlé. Je lui ai dit simplement que j'avais ajouté quelques précisions administratives au contrat et elle a hoché la tête sans vraiment écouter parce qu'elle était en train de discuter de la composition florale avec la cérémonialiste Claire Anstedt, une femme de 44 ans qui avait des idées très précises sur les fleurs de saison en Alsace. J'ai signé, j'ai versé le premier acompte. Et puis les mois ont passé. Pendant 10 mois, j'ai reçu des photos d'échantillons de tissus pour les nappes, des menus à commenter, des questions sur le vin. Anaïs m'appelait 2 fois par semaine, me lisait des devis à voix haute, me demandait mon avis sur des détails que je connaissais à peine. Et moi j'étais là, présente, utile, aimante, à répondre avec enthousiasme à chaque question parce que ça ressemblait à de la complicité. Ça ressemblait à 2 femmes qui construisaient quelque chose ensemble. Je n'avais pas encore compris que l'une d'elles construisait et que l'autre était le budget. 2 semaines avant la cérémonie, Anaïs a téléphoné un mardi soir. Sa voix avait une qualité particulière, cette légèreté forcée qu'elle prenait quand elle allait dire quelque chose de difficile et qu'elle espérait que la forme douce atténuerait le fond dur. Elle a commencé par me parler de la météo, par me demander si j'allais bien, si j'avais eu des nouvelles de ma cousine de Colmar, et puis elle a dit qu'elle voulait me parler de la liste des invités. Elle a dit que le salon était plus petit qu'elle ne l'avait cru, qu'ils avaient dû faire des choix difficiles, que certains amis de Maxime avaient été retirés, que des cousins éloignés avaient reçu une lettre d'explication. Et puis elle a dit, avec cette même voix légère et difficile, qu'elle se demandait si je ne me sentirais pas plus à l'aise à la maison ce jour-là, que ce serait une longue journée, beaucoup de bruit, beaucoup de monde, et qu'elle ne voulait pas que je m'épuise. J'ai demandé si elle m'invitait à ne pas venir. Il y a eu un silence. Puis elle a dit que non, bien sûr que non, que c'était juste une réflexion, que je savais comment ça se passait dans ces grands mariages, et que le milieu professionnel de Maxime était là, et qu'il fallait faire bonne impression, et que je l'ai laissé continuer encore un peu. Et puis j'ai dit, doucement, que je comprenais, que je lui souhaitais un beau mariage. Et j'ai raccroché. Je suis restée assise à ma table de cuisine pendant un long moment. La lumière du dehors avait la couleur pâle d'un mois d'octobre en Alsace, ce gris doux qui n'est pas triste, mais qui n'est pas gai non plus. Sur la table, il y avait les copies des reçus de paiement que j'avais gardés dans une chemise cartonnée beige, comme Odette me l'avait conseillé depuis le début. Les chiffres étaient là, imprimés proprement, avec les dates et les montants et le nom du salon en en-tête. Et il y avait ma signature en bas, petite et appliquée, la signature d'une femme qui pensait signer pour sa fille et qui comprenait maintenant qu'elle avait surtout signé pour une place dans un monde où on lui avait dit de rester dehors. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé Odette. Elle a décroché à la 2e sonnerie, comme toujours, comme si elle attendait. Et quand je lui ai dit ce qui venait de se passer, elle n'a pas dit « je te l'avais dit ». Elle n'a pas eu ce réflexe-là. Elle a juste respiré profondément et elle m'a demandé si j'avais encore le contrat sous la main. Je l'avais. Je l'ai toujours tout sous la main. Elle m'a dit, avec cette voix calme qu'elle avait quand elle réfléchissait sérieusement, qu'il fallait que je rappelle Benoît Schmitt le lendemain matin, que j'avais des droits dans ce contrat, que ces droits existaient pour une raison, et que cette raison venait d'arriver. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, pas par désespoir, par clarté. Il y a des nuits où on ne dort pas parce qu'on est perdu, et il y a des nuits où on ne dort pas parce qu'on a enfin compris quelque chose et qu'on n'ose pas fermer les yeux de peur de le perdre. C'était cette 2e sorte de nuit. Je comprenais quelque chose que j'aurais voulu ne jamais comprendre, mais comprendre m'appartient, et je n'allais pas faire semblant. Le lendemain matin, j'ai appelé Benoît Schmitt. Benoît Schmitt m'a écouté parler pendant presque 20 minutes sans m'interrompre une seule fois. C'est une qualité rare chez un homme occupé un mercredi matin. Il prenait des notes, je l'entendais au stylo sur le papier,
ce son discret d'un stylo qui avance sur une feuille, et quand j'ai terminé, il y a eu un silence qui n'était pas un silence de gêne, mais un silence de rigueur, le silence d'un professionnel qui range ce qu'il a entendu avant de répondre. Il m'a demandé si j'avais le contrat sous les yeux. Je l'avais. Je l'avais ouvert depuis la veille au soir, posé à plat sur la table avec les annexes et les justificatifs de paiement rangés à droite dans l'ordre chronologique. Odette m'avait appris ça, cette façon de tenir les papiers importants, pas en piles désordonnées mais en ordre de récit, comme si les documents devaient pouvoir raconter l'histoire eux-mêmes à quelqu'un qui n'était pas là. Benoît m'a indiqué la page 7, clause 19, alinéa B. J'ai trouvé. Il me l'a lu à voix haute d'une façon neutre et professionnelle, sans commentaire personnel, comme on lit une règle de jeu. La clause précisait que la responsable financière principale du contrat, soit moi, Thérèse Lambercy, conservait le droit de suspendre la libération de l'espace en cas de modification unilatérale des conditions de participation familiale définies en annexe 2, sous réserve de notification écrite adressée à la direction du domaine au moins 5 jours ouvrés avant la date de l'événement. 5 jours ouvrés. Nous étions mercredi. Le mariage était samedi suivant. Je veux que vous compreniez quelque chose d'important avant que je continue. Cette clause, je n'avais jamais voulu l'utiliser. Jamais. Quand Odette me l'avait suggérée, je l'avais acceptée comme on accepte une assurance que l'on espère inutile. On la signe, on l'arrange, on n'y pense plus parce qu'on préfère croire que le monde ne forcera pas à s'en servir. Cette clause était là comme un filet sous un funambule qui ne compte pas tomber. Et là, ce mercredi matin au téléphone avec Benoît Schmitt, je réalisais que j'avais besoin du filet. Benoît m'a demandé ce que je souhaitais faire. Sa voix était toujours aussi neutre, et je lui en étais reconnaissante. Il ne me demandait pas si j'étais sûre, il ne me demandait pas d'y réfléchir encore, il ne cherchait pas à me dissuader ou à me convaincre. Il me demandait ce que je souhaitais faire, comme si ma décision était la chose la plus normale du monde, comme si c'était ce qu'une responsable financière avait parfaitement le droit de décider. Je lui ai dit que je ne souhaitais pas annuler le mariage civil. La cérémonie à la mairie n'avait rien à voir avec moi, c'était entre Anaïs et Maxime, et je n'avais aucun droit ni aucun désir de m'immiscer dans leur union. Ce que je souhaitais suspendre, c'était la réception. Le salon. La fête que j'avais payée. L'endroit dont les portes ne devaient pas s'ouvrir pour accueillir des gens heureux avec, à l'extérieur, ma propre absence achetée par mes propres deniers. Benoît a noté. Il m'a demandé si j'avais réfléchi à ce que j'allais laisser à la porte, s'il pouvait apposer une explication. Je lui ai dit que j'allais préparer un billet, qu'il n'avait pas à s'en occuper, que je le lui apporterais moi-même vendredi soir, avec une copie du contrat et des preuves de paiement, que je mettrais en évidence derrière la vitre de la porte principale, à hauteur d'yeux, de façon à ce que personne n'ait à chercher pour comprendre. Benoît a dit qu'il s'en occuperait sur le plan logistique et qu'il serait présent le samedi matin pour répondre aux questions qui se poseraient. Nous avons convenu que le salon resterait fermé jusqu'à ce que la situation soit régularisée, c'est-à-dire jusqu'à ce que le couple prenne en charge les frais restants et renégocie le contrat en leur nom propre, ou bien jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé incluant ma présence tel que prévu initialement. Il n'y aurait pas de police, il n'y aurait pas de gendarmerie, pas de scandale, juste des portes closes et la vérité collée sur le verre. J'ai raccroché. J'ai regardé par ma fenêtre la cour pavée, le boulanger d'en face qui posait ses filets sur le trottoir, les pigeons qui se disputaient encore. Et j'ai pensé à Gérard, à ses mains dans la farine, à la façon dont il avait économisé cet argent. Et j'ai pensé qu'il comprendrait, pas parce qu'il était dur, parce qu'il était juste. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé le vendredi soir quand je suis allé à la maison des Tilleuls, coller le billet sur la porte, j'ai besoin de marquer une pause. Je respire. Je respire vraiment, parce que même maintenant, en me souvenant de tout ça, quelque chose se serre dans ma poitrine. Si vous êtes avec moi depuis le début, laissez-moi un commentaire. Dites-moi d'où vous regardez. Quelle heure il est chez vous? Est-ce que quelqu'un d'autre dans votre vie vous a jamais fait comprendre, sans le dire avec des mots, que vous étiez utile, mais pas présentable? Appuyez sur le « j'aime » si vous ressentez ce que je ressens. Abonnez-vous si vous voulez connaître la suite, parce que ce qui s'est passé le samedi matin devant cette porte, personne dans ce salon ne l'oubliera de sitôt.
Je dois maintenant vous parler d'Odette Fuchs pour que vous compreniez pourquoi son rôle dans cette histoire n'est pas accessoire. Odette et moi, nous nous connaissons depuis 50 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'époque où nos maris travaillaient dans le même quartier, Gérard avec sa boulangerie et le mari d'Odette, Henri, avec sa quincaillerie. Nous nous sommes retrouvés souvent ensemble dans des salles d'attente, des écoles, des halls de mairie, ces endroits où les femmes qui s'occupent de tout se croisent et se reconnaissent. Odette a une façon de dire les choses que j'ai longtemps trouvée brutale et que j'ai fini par reconnaître comme de la précision. Elle ne cherche pas à blesser. Elle cherche à voir clairement. Et quand elle voit quelque chose de clairement, elle le dit, même si c'est inconfortable, même si l'autre n'est pas prête à l'entendre. Elle m'avait parlé d'Anaïs bien avant le mariage. Elle m'avait dit, il y a peut-être 5 ans, lors d'une promenade le long de l'île, qu'Anaïs avait 2 façons de me traiter selon qu'il y avait ou non du monde autour. Elle me l'avait dit avec douceur, mais sans détour, de cette façon qu'elle avait. Et moi j'avais répondu que c'était normal, que les enfants avaient des personnalités différentes selon le contexte, que ça ne voulait rien dire. Odette avait hoché la tête et n'avait pas insisté, mais elle avait retenu. Et quand le mariage était arrivé, et que j'avais commencé à lui parler des appels du mardi, des menus à valider, des acomptes à verser, elle avait commencé à écouter avec une attention particulière. C'est elle qui avait remarqué la première chose que moi je n'avais pas vue. Anaïs m'appelait pour les questions financières. Pour le reste, elle appelait Claire Anstedt, la cérémonialiste. Les photos, les fleurs, la disposition des tables, la playlist pour le dîner, les cartonnets de placement, tout ça passait par Claire. Moi j'avais le budget, Claire avait le reste. Et jamais Anaïs n'avait suggéré que les 2 parties de cette planification se rejoignent. Jamais elle n'avait dit à Benoît Schmitt que le contrat était en partie financé par sa mère, et que cette mère serait là le samedi avec une robe et un sourire discret. La compartimentalisation était si nette qu'elle en était presque élégante. Ma fille avait rangé sa mère dans un tiroir marqué ressources et un autre marqué visite privée, et elle avait fait en sorte que ces 2 tiroirs ne s'ouvrent jamais ensemble. Quand j'ai compris ça vraiment, quand j'ai vu le schéma dans toute sa précision, j'ai ressenti quelque chose que je ne savais pas encore nommer. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la peine. C'était quelque chose de plus calme et de plus lourd que les 2. C'était la reconnaissance d'une vérité que j'avais refusée depuis longtemps, que ma fille m'aimait. Je ne l'ai jamais mis en doute. Mais elle avait honte de moi. Et cette honte-là était assez puissante pour traverser 42 ans de vie commune, des Noëls partagés, des maladies soignées, des examens attendus, des chagrins partagés, et arriver jusqu'au jour le plus important de sa vie adulte pour me fermer la porte au nez avec une politesse soigneusement formulée. Le vendredi soir, Odette est venue me chercher à l'appartement. Nous avons pris son véhicule, une vieille Peugeot qui sentait le cuir et la lavande, et nous avons roulé vers Aubernais sous un ciel de fin d'après-midi qui rougissait lentement sur les vignes. La maison des Tilleuls était fermée ce vendredi soir, le personnel était parti, et Benoît Schmitt nous avait laissé l'accès au portail avec instruction de ne pas entrer dans les bâtiments, mais de fixer le billet selon mon souhait. J'avais préparé le billet la veille. Sur une feuille blanche, avec mon stylo à encre noire, celui que j'utilise pour les lettres importantes depuis des années. J'avais écrit la phrase. Cette phrase que j'avais tournée dans ma tête pendant 2 jours avant de la coucher sur le papier. On ne célèbre pas l'amour dans un endroit payé avec de la honte. Et en dessous, dans une écriture plus petite mais toujours ferme, j'avais ajouté que les informations contractuelles et les justificatifs de paiement étaient joints en annexe dans l'enveloppe scellée fixée à côté du billet. J'avais tout mis là, proprement, honnêtement, sans excès. Odette a tenu la lampe de poche pendant que je fixais le billet sur la vitre avec du ruban adhésif transparent, à hauteur d'yeux d'une femme de taille moyenne, juste au centre de la porte principale. Les tilleuls du jardin bruissaient doucement dans le vent d'octobre. Il faisait frais. Mes mains ne tremblaient pas autant que je l'aurais cru. Quand ça a été fait, j'ai regardé le billet une dernière fois à travers la vitre depuis l'extérieur et j'ai pensé qu'il était lisible, qu'il était clair, qu'il disait la vérité sans ornement inutile. Odette a posé sa main sur mon bras et elle n'a rien dit. C'était la bonne réponse. Nous sommes rentrés à Strasbourg. J'ai mangé de la soupe, j'ai lu un peu.
J'ai dormi, cette fois, mieux que je ne l'avais cru possible. Le lendemain matin, Anaïs et Maxime ont épousé légalement à la mairie de Strasbourg, entourés de leurs témoins et de leurs proches directs, et la cérémonie s'est passée comme prévu. Je n'en saurai les détails que plus tard, quand Maxime me les racontera lui-même, avec cette façon qu'il avait de tout voir et de tout noter sans forcément tout dire. La cérémonie était belle, paraît-il. Anaïs rayonnait. Maxime était ému. Les témoins avaient bien choisi leurs mots. Il y avait des fleurs blanches, et les photos du parvis de la mairie seraient certainement très belles. Puis le cortège s'était mis en route, vers Obernai, vers la maison des Tilleuls, vers la réception que 18 mois de planification avaient imaginée, que les fournisseurs avaient préparée, que ma signature avait rendue possible. On me racontera la scène plusieurs fois, par plusieurs personnes, et à chaque fois, les détails se rejoindront sur l'essentiel. Les voitures se sont arrêtées dans l'allée gravillonnée, les portières s'ouvrant sur des froissements d'organza et de taffetas, des rires de femmes en talons sur le gravier. Quelqu'un qui photographiait déjà l'entrée du domaine avec les tilleuls de chaque côté. Et puis, le ralentissement, le silence progressif. Les rires qui diminuent quand quelqu'un devant dit que c'est bizarre, que la porte est fermée, que les lumières ne sont pas allumées. Claire Hanstedt a appelé Benoît Schmitt depuis le perron. Benoît n'a pas décroché immédiatement, parce qu'il était en route mais pas encore arrivé, et les secondes de sonnerie ont eu le temps de faire descendre quelque chose dans l'atmosphère du groupe. Une inquiétude d'abord légère. Puis Anaïs qui s'approche de la porte et qui voit le billet. Elle a dû le lire une fois sans comprendre, puis une deuxième fois en comprenant les mots mais pas encore leur sens complet. Puis elle a vu l'enveloppe à côté, avec les documents, et elle a compris. Maxime était juste derrière elle, il a lu par-dessus son épaule. Et j'imagine, parce que personne ne me l'a dit avec ces mots, mais je connais cet homme assez pour l'imaginer, il a compris deux choses simultanément. La première, que la réception avait été suspendue par quelqu'un qui en avait le droit contractuel. La deuxième, que ce quelqu'un était la mère de sa femme. Une femme dont il croyait que la contribution au mariage était marginale et dont il découvrait ce matin-là, devant ses invités, ses collègues, ses amis, que le chèque était beaucoup plus central qu'Anaïs ne le lui avait laissé entendre. Benoît Schmitt est arrivé 20 minutes plus tard. Il a expliqué, avec cette même voix professionnelle et neutre qu'il avait au téléphone, qu'un différend contractuel empêchait temporairement l'ouverture du salon, que la responsable financière principale avait exercé une clause de suspension, que la situation pouvait être régularisée si le couple prenait en charge les montants en question et renégociait le contrat à son nom, ou bien qu'un arrangement pouvait être trouvé directement entre les parties concernées. Les invités ont attendu. Claire Hanstedt a regardé ses chaussures. Quelqu'un a posé sa veste sur le capot d'une voiture et s'est assis dessus en sortant son téléphone. D'autres sont restés debout dans l'allée, dans leurs beaux habits du samedi, sans trop savoir quoi faire de leur corps, dans une situation que personne n'avait prévue dans le programme de la journée. Et Anaïs, ma fille Anaïs, en robe blanche devant une porte fermée par sa propre mère, a commencé à comprendre quelque chose que les mots de mon billet énonçaient clairement, mais que le cœur met toujours plus longtemps que les yeux à accepter. Il n'y avait pas de salon fermé à cause d'une erreur de planning. Il n'y avait pas de malentendu administratif. Il y avait une femme de 78 ans qui avait signé des chèques pendant 18 mois et qui, quand on lui avait dit qu'elle ne rentrait pas dans le cadre, avait décidé que le cadre non plus n'entrerait pas dans son chèque. Je n'étais pas là ce matin-là. J'étais dans mon appartement de la rue des Serruriers, avec mon café chaud et les pigeons de la cour et le silence de chez moi. Je savais ce qui se passait à Obernai, et je ne pleurais pas par dureté, mais parce que ce qui se passait là-bas n'était pas une punition. C'était une vérité, et les vérités, même les plus douloureuses, n'appellent pas les larmes, elles appellent la clarté. Les heures qui ont suivi la fermeture du salon ont eu cette qualité particulière, des moments où le temps ne sait plus très bien comment avancer. Il ralentit, il s'épaissit. Il devient quelque chose qu'on traverse à la façon dont on traverse une eau froide. Pas en courant, mais en cherchant ses appuis, un pas après l'autre, attentif à ne pas perdre l'équilibre.
J'ai su ce qui se passait à Obernai par Odette, qui avait une nièce dans le groupe des invités, une femme d'une 50aine d'années qui travaillait avec Maxime et qui lui avait envoyé un message discret depuis l'allée gravillonnée pendant que tout le monde attendait debout dans leurs beaux vêtements du samedi. Odette m'a appelé à 11h20 du matin, d'une voix calme qui n'essayait pas de dramatiser et qui n'essayait pas non plus de minimiser. Elle m'a dit ce qu'elle savait, que la nièce décrivait une atmosphère figée, que les invités se regardaient sans trop savoir où poser les yeux, que Claire Hanstedt avait tenté en vain de joindre plusieurs prestataires pour improviser un repas ailleurs, mais que le samedi matin en Alsace, 2 semaines avant les vacances de Toussaint, les salles disponibles n'existent pas. Que Maxime avait lu le contrat debout dans l'allée en gardant une expression que personne n'arrivait à déchiffrer, et qu'Anaïs était restée silencieuse un long moment, ce qui, selon ceux qui la connaissaient, était plus inquiétant que n'importe quelle crise de larmes. J'ai remercié Odette. J'ai posé mon téléphone sur la table. J'ai regardé ma tasse de café, qui était froide maintenant, et j'ai pensé à Gérard une nouvelle fois. Pas de façon mélancolique. Plutôt comme on pense à quelqu'un dont on cherche la vie, même quand il n'est plus là pour le donner. J'ai essayé d'entendre ce qu'il m'aurait dit. Et ce que j'ai entendu, dans ce silence d'appartement un samedi matin, ressemblait à sa voix grave et directe qui disait quelque chose comme « Voilà, Thérèse, tu as fait ce qu'il fallait faire. Maintenant attends. » J'ai attendu. Ils sont arrivés à l'appartement à 14h30. Pas tous les invités, bien sûr. Les invités avaient trouvé leurs propres arrangements, certains dans une brasserie du centre-ville, d'autres rentrés chez eux, d'autres encore partis dans des restaurants différents avec une gêne mal camouflée et des conversations qui évitaient soigneusement le sujet de la porte fermée et du billet sur la vitre. La nièce d'Odette m'a dit plus tard que certains avaient ri, pas méchamment, mais de ce rire qui vient quand on ne sait pas quoi faire d'une situation et que le rire est la seule sortie disponible. D'autres avaient gardé un silence respectueux et légèrement impressionné. L'un des collègues de Maxime avait dit, à voix basse mais assez distinctement pour être entendu, que la belle-mère avait du caractère. Ce n'était pas dit avec malice, c'était dit avec une sorte d'admiration perplexe. Anaïs et Maxime sont arrivés ensemble. Anaïs avait gardé sa robe. Je ne sais pas pourquoi elle n'avait pas pris le temps de se changer. Peut-être parce que l'idée de rentrer dans leur appartement avant de venir ici lui avait semblé impossible. Peut-être parce qu'elle n'avait pas voulu perdre le temps que ça aurait pris. Peut-être simplement parce qu'elle n'y avait pas pensé. Elle portait cette robe blanche dans mon couloir, avec ses chaussures à talons qui avaient traversé le gravier de la maison des Tilleuls et les trottoirs de Strasbourg. Et elle était belle et elle était épuisée. Et elle avait dans les yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis qu'elle avait 12 ans et qu'elle avait eu sa première grande déception. Maxime était derrière elle. Il avait desserré sa cravate. Il tenait à la main le contrat, pas la copie du billet, le contrat entier, l'original avec les annexes, celui que Benoît lui avait remis en main propre avant de s'en aller. Il l'avait lu, manifestement. Il en était à sa 2e ou 3e lecture, à en juger par la façon dont il tenait les pages, avec cette familiarité qu'on a avec un document qu'on a parcouru plusieurs fois et dans lequel on a cessé de chercher les passages qui contredisent ce qu'on a compris. J'ai ouvert la porte avant qu'ils aient sonné. J'avais entendu l'ascenseur. Personne n'a dit bonjour. Pas parce qu'on était en guerre, mais parce que le bonjour aurait sonné faux et que personne dans ce couloir n'avait envie d'un son faux en ce moment précis. Anaïs est entrée dans l'appartement. Elle a regardé la table de cuisine avec les chaises où nous avions si souvent bu le café ensemble. Et elle s'est assise sans que je l'y invite, parce que c'est chez sa mère et qu'on ne demande pas la permission de s'asseoir chez sa mère. Maxime est resté debout un moment, puis il a posé le contrat sur la table et il s'est assis lui aussi. Moi, je suis resté debout. Je ne sais pas pourquoi. Je n'avais pas décidé de rester debout pour une raison tactique ou symbolique. C'était juste la position que mon corps avait choisie et je n'avais pas vu de raison de la changer. Anaïs a commencé. Elle a dit que j'avais ruiné son mariage. Elle l'a dit sans crier, ce qui était peut-être plus difficile à entendre que si elle avait crié. Parce que sans le cri, il n'y avait pas d'excès derrière lequel se cacher. Il y avait juste les mots, nets et directs, comme des objets posés sur une table. « Tu as ruiné mon mariage. » Je lui ai répondu que je n'avais pas annulé le mariage civil, que l'union existait, que les papiers étaient signés,
que rien de ce qui existait entre elle et Maxime n'avait été touché par ce que j'avais fait. Elle a dit que la réception faisait partie du mariage, que les photos, les invités, la fête, ça faisait partie du mariage. J'ai dit que c'était peut-être vrai, et que la réception faisait aussi partie de quelque chose que j'avais financé avec l'argent de son père. Avec l'argent que Gérard Lambercy avait mis de côté centime par centime pendant 30 ans de nuit sans sommeil dans une boulangerie de Strasbourg. Il y a eu un silence. Maxime a regardé le contrat. Puis, il a regardé Anaïs, et il a dit, d'une voix très posée, presque douce, qu'il avait une question. Une seule question, pour l'instant. Pourquoi elle ne lui avait pas dit? Anaïs n'a pas répondu tout de suite. Elle a regardé ses mains dans sa robe blanche, ses mains que j'avais tenues si souvent quand elle était petite, ses mains que j'avais guidées pour tracer les premières lettres de son prénom. Et elle a dit, avec une voix qui n'avait plus rien de la légèreté calculée du mardi soir au téléphone, qu'elle avait eu honte. Je vais marquer une pause ici, parce que ce mot mérite qu'on s'arrête. Honte. Elle a dit honte. Pas peur du jugement, pas crainte de l'incompréhension. Honte. D'un mot comme ça, quand il est dit sans préparation et sans armure, il faut prendre soin. Il faut le laisser exister dans la pièce sans se précipiter pour le couvrir d'autre chose. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé le mot exister. Maxime lui a demandé de quoi elle avait eu honte. Et c'est là qu'Anaïs a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Elle a dit qu'elle avait eu honte de sembler dépendante, que la famille de Maxime venait d'un milieu où on ne parle pas de ces choses-là, où les gens règlent leurs affaires eux-mêmes et n'étalent pas leurs arrangements financiers. Qu'elle avait voulu que tout paraisse fluide, autonome, maîtrisé, et qu'elle avait eu peur que si Maxime savait que sa belle-mère payait une partie du salon, il la regarderait différemment. Pas lui peut-être, mais sa mère à lui, ou ses sœurs, ou les gens qui n'avaient pas besoin de savoir les détails pour se faire une opinion. Maxime a dit que ça n'avait pas de sens. Anaïs a dit qu'elle savait. Maintenant. Et puis elle a regardé vers moi. Et elle a dit quelque chose qui était plus difficile, parce que ce quelque chose concernait mon visage, et non plus l'argent. Elle a dit qu'elle avait aussi eu peur que ma présence rappelle des choses, que dans le milieu de Maxime, dans ces photos qui dureraient des années, elle ne voulait pas ce qu'elle appelait avec des mots qui faisaient mal à entendre, l'aspect trop ordinaire de ses origines. Elle n'a pas dit ces mots-là exactement. Elle les a enveloppés dans des formulations douces et des détours, mais le sens était là et j'étais assez vieille pour entendre le sens derrière les formulations. Je veux que vous sachiez, vous qui m'écoutez ce soir, que ce moment-là a été le plus difficile de toute cette histoire. Pas la fermeture du salon, pas la nuit sans sommeil, pas même le coup de téléphone du mardi. Ce moment-là, dans mon propre appartement, à entendre ma fille expliquer avec des mots hésitants mais honnêtes qu'elle m'avait exclue parce qu'elle avait honte de ce que mon visage racontait sur son histoire. C'est ça qui a pesé le plus lourd. Parce que je comprenais, parce que je savais d'où venait cette honte et que cette honte n'était pas entièrement la faute d'Anaïs. Elle venait d'un monde qui lui avait dit depuis longtemps que certaines origines se cachent et que certains visages se gardent hors cadre. Et elle avait appris cette leçon-là trop bien. Si vous êtes encore avec moi, si vous avez entendu tout ça et que quelque chose en vous reconnaît ce moment, ce sentiment d'être la partie cachée de quelqu'un qu'on aime, laissez-moi un commentaire. Dites-moi votre ville. Dites-moi l'heure qu'il est. Dites-moi si vous avez déjà ressenti ça, d'être utile en privé et invisible en public. Je vous lis. Toujours. Appuyez sur le j'aime si cette vérité-là vous touche. Et abonnez-vous parce que demain j'ai une autre histoire. Et elle aussi parle de femmes qui ont choisi la clarté quand la commodité aurait été tellement plus simple. J'ai dit à Anaïs, debout dans mon couloir avec ma vieille veste sur les épaules, parce que j'avais froid depuis ce matin-là, sans vraiment m'en être rendu compte, j'ai dit la phrase qui était dans ma tête depuis 2 jours. Depuis le mardi soir au téléphone. Depuis la nuit où je n'avais pas dormi, mais où j'avais compris. Je lui ai dit « Tu ne m'as pas interdit d'entrer parce que j'aurais gâché tes photos, Anaïs. Tu m'as interdit d'entrer parce que ma présence aurait montré que ton rêve élégant marchait encore sur le sol que j'avais payé en silence. » Le silence qui a suivi cette phrase avait une texture différente des silences précédents. Pas le silence de la gêne, pas le silence du calcul, le silence de quelque chose qui atterrit.
Maxime a posé sa main sur la table, pas sur la main d'Anaïs, juste sur la table, comme s'il avait besoin de toucher quelque chose de solide. Et il a dit, doucement mais très clairement, qu'il voulait comprendre comment ils avanceraient maintenant, qu'il ne cherchait pas à accentuer quoi que ce soit, qu'il était profondément désolé de ce qu'il avait découvert ce matin sur le parvis d'un salon fermé. Pas pour lui, pour moi. J'ai apprécié ça. J'ai apprécié qu'ils disent pour moi. J'ai dit que je ne souhaitais ni détruire leur union, ni punir ma fille. Que j'avais agi par nécessité de vérité et non par désir de revanche. Que la réception pouvait être reprogrammée. Que le salon pouvait rouvrir si le couple reprenait les frais à son nom, ou si on trouvait un arrangement incluant ma présence en tant que personne, pas en tant que signature discrète sur un chèque. Que je ne demandais pas une place d'honneur. Je demandais une chaise. Une seule chaise à une table, n'importe laquelle, avec mon nom dessus. Parce que j'étais la mère de la mariée et que ce titre-là, on ne l'achetait pas et on ne pouvait pas me le retirer en remboursant un acompte. Anaïs a pleuré. De vraies larmes encore, comme le dimanche des magazines et de la tablette, sauf que ces larmes-là ne venaient pas du rêve, mais de la réalité. Et les larmes de la réalité ont un goût différent, plus salé, plus lourd, plus difficile à sécher. Maxime a demandé à Anaïs si elle voulait que sa mère soit là. Pas si elle devait, si elle voulait. Et Anaïs, ma fille de 42 ans en robe de mariée dans la cuisine de mon appartement de la rue des Serruriers, a dit oui, d'un mot seulement. Petit et vrai. Les jours qui ont suivi n'ont pas été simples. Je ne veux pas vous raconter une réconciliation rapide, parce qu'il n'y en a pas eu. Les choses vraies ne se réparent pas en une après-midi autour d'une table. Elles se réparent lentement, maladroitement, avec des silences qui sont encore douloureux et des conversations qui s'arrêtent au bord de certains sujets parce qu'on n'a pas encore les mots pour y entrer complètement. Maxime a contacté Benoît Schmitt dès le lundi suivant. Il a pris en charge les frais restants personnellement, sans impliquer le compte commun qu'il partageait avec Anaïs, parce qu'il avait dit à ma fille qu'il voulait que cette partie soit nette et qu'elle le reste. Benoît a été professionnel et discret. Il a proposé une date 1 mois plus tard pour une réception simplifiée, moins de monde, pas de photographe éditorial, pas de menu alsacien à 4 services, mais les tilleuls du jardin, les poutres apparentes et les baies vitrées qui donnaient sur le parc. Anaïs a accepté. Pas avec enthousiasme, du moins pas immédiatement. Avec cette façon qu'ont les gens de faire une chose juste quand la chose juste coûte quelque chose qu'on n'avait pas prévu de dépenser. Et puis, progressivement, au fil des jours, quelque chose a changé dans sa façon de parler de cette deuxième réception. Elle a commencé à dire « notre repas » au lieu de « notre réception ». Elle a commencé à parler du menu en termes de ce qu'elle aimait vraiment manger, plutôt que de ce qui ferait le meilleur effet. Elle a commencé, peut-être sans s'en rendre compte, à parler d'un événement qui ressemblait à ce qu'elle était, plutôt qu'à ce qu'elle voulait paraître. C'était un début. Pendant ces semaines d'attente, j'ai pensé à beaucoup de choses. J'ai pensé à la façon dont on hérite de certaines hontes sans les avoir choisies. Anaïs n'avait pas inventé l'idée que les origines simples se cachent dans les cadres élégants. Elle l'avait reçue quelque part, dans des regards, dans des phrases entendues à moitié, dans la façon dont certains mondes accueillent certains visages et pas d'autres. Je ne la désignais pas pour absoudre sa responsabilité. Elle avait des responsabilités et elle avait fait des choix. Mais derrière ces choix, il y avait quelque chose de plus ancien qu'elle, quelque chose qu'on transmet à travers les générations sans le formuler clairement, et qui dit que la beauté et la réussite sont des choses qui demandent à être épurées de leur histoire. J'avais moi aussi, à ma façon, contribué à ça. Pas intentionnellement. Mais en acceptant trop longtemps d'être la partie cachée de ma fille, en ne nommant pas ce que je voyais, en souriant quand elle me présentait différemment selon le contexte, j'avais validé quelque chose que j'aurais dû questionner plus tôt. Pas par faiblesse, par amour. Parce qu'on confond souvent les deux. Cette pensée-là, que j'avais aussi ma part dans ce schéma, elle ne m'a pas détruite. Elle m'a rendue plus honnête. Et l'honnêteté, à 78 ans, est une compagnie que je préfère à presque toutes les autres. Odette est venue me voir un mercredi soir de cette période-là, avec une bouteille de Riesling et une tarte au ketch qu'elle avait faite elle-même. Nous nous sommes assises à la table de cuisine, sous la lampe qui donne une lumière un peu jaune que je n'ai jamais changée, parce que Gérard aimait cette couleur-là. Et nous avons parlé pendant des heures. Pas seulement d'Anaïs, de tout.
de nos maris disparus. De la façon dont vieillir ressemble parfois à apprendre une langue étrangère, on comprend les règles, mais les mots ne viennent jamais tout à fait naturellement. De ce que ça fait de voir ces enfants devenir des gens que vous aimez, mais que vous ne reconnaissez pas toujours. De ce que ça fait d'avoir eu raison sur quelque chose, et de se demander si avoir raison en valait le prix. Odette m'a dit, vers minuit, après sa 2e coupe de Riesling et la moitié de la tarte, qu'elle était fière de moi. Elle l'a dit d'une façon qui n'attendait pas de réponse, comme une déclaration factuelle. J'ai hoché la tête et j'ai bu une gorgée de vin et c'était assez. Dans les jours qui ont précédé la 2e réception, Anaïs m'a appelé plusieurs fois. Des appels courts au début, pratiques, pour des questions sur ce que je comptais porter, si j'avais besoin qu'on vienne me chercher. Puis des appels un peu plus longs, qui s'éloignaient des questions pratiques et qui cherchaient autre chose sans encore savoir comment le demander. Lors du 3e ou 4e appel, elle a dit quelque chose qu'elle avait manifestement préparé, mais dont la préparation s'entendait comme une fragilité plutôt que comme une maîtrise. Elle a dit qu'elle voulait écrire quelque chose, que les mots lui manquaient encore mais qu'elle voulait essayer. Je lui ai dit que j'écouterais quand elle serait prête. La lettre est arrivée par courrier ordinaire, dans une enveloppe blanche avec mon adresse écrite à la main dans cette écriture d'Anaïs que je reconnaîtrais entre mille, grande et penchée vers la droite, comme si les lettres couraient vers quelque chose. Je l'ai ouverte un matin, debout dans le couloir, avec mes lunettes encore sur le dessus de la tête. Je l'ai lue une fois debout. Puis, je me suis assise et je l'ai relue. Elle n'était pas longue. 1 page et demie. Elle ne cherchait pas à tout expliquer ni à tout réparer. Elle nommait des choses. Elle disait qu'elle avait accepté mon argent pendant des mois tout en me fermant des portes et qu'elle comprenait maintenant ce que ça signifiait. Pas seulement pour moi, mais sur elle-même, sur la personne qu'elle avait été dans ces mois-là. Elle ne cherchait pas d'excuses sociales, elle avait utilisé cette expression elle-même. Pas d'excuses sociales, et ça m'avait frappé, parce que c'était exactement les mots qu'il fallait. Elle disait qu'elle espérait qu'on pourrait essayer. Pas oublier. Essayer. J'ai rangé la lettre dans le tiroir de la table de nuit, à côté de la photo de Gérard et du missel de ma mère. C'était la bonne place pour elle. Voilà. C'est là que vous comprenez peut-être pourquoi je voulais vous raconter cette histoire en entier, sans raccourci et sans embellissement. Parce que les histoires vraies n'ont pas de virage net. Elles ont des courbes longues et des plateaux et des moments où on ne sait pas encore si on monte ou si on descend. Et les raconter entièrement, c'est leur rendre justice. Avant de vous emmener vers la fin, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Si vous avez une mère, si vous avez une grand-mère, si vous connaissez une femme qui donne sans compter et qui sourit quand on lui ferme des portes, partagez cette histoire avec elle. Pas pour lui dire que sa situation est la même que la mienne, mais pour lui dire qu'elle est vue, que ce qu'elle fait compte, que les mains qui signent en silence méritent au moins qu'on les regarde. Commentez le mot « présente » si vous avez quelqu'un comme ça dans votre vie. Et abonnez-vous si vous voulez être là demain pour une nouvelle histoire. Parce que chaque jour ici, il y en a une nouvelle, et chaque jour elle parle de quelqu'un de vrai. Ce qui me restait à traverser maintenant, c'était la 2e réception. Et ce que j'allais y trouver était quelque chose que je n'avais pas anticipé. Pas de la réconciliation facile, pas du pardon rapide. Quelque chose de plus petit et de plus solide que ça. Quelque chose qui ressemble à un premier pas sur un chemin qui existait depuis longtemps, mais qu'on avait laissé envahir par les herbes et les silences et les accommodements successifs. Un chemin qu'on pouvait peut-être dégager, ensemble, si on y mettait le temps qu'il fallait, et la vérité qu'il fallait, et la patience qu'il fallait. Je m'y suis préparée comme je me prépare à toutes les choses importantes de ma vie. Lentement, avec soin, sans précipitation. Odette est venue m'aider à choisir ce que j'allais porter. Elle avait apporté une robe bordeaux que j'avais depuis des années et qu'elle avait fait reprendre par une couturière du quartier, qui avait resserré les coutures et changé les boutons et posé un col légèrement différent de celui d'origine. Quand je l'ai enfilée ce matin-là, devant le miroir de la chambre, j'ai vu quelque chose dans mon reflet que je n'avais pas vu depuis longtemps. Pas de la beauté au sens où Anaïs entendait ce mot, mais une présence, une femme qui était là et qui avait décidé d'être là et qui n'avait pas besoin de permission pour l'être. C'était assez. C'était même beaucoup. La maison des Tilleuls, 1 mois après, était différente. Pas dans son architecture, pas dans ses tilleuls,
pas dans ces baies vitrées qui donnaient toujours sur le même parc de novembre maintenant, parsemé de feuilles dorées qui n'avaient pas encore tout à fait capitulé. Différente dans ce qu'elle contenait et dans ce qu'elle ne contenait plus. La salle était plus petite ce soir-là, une salle latérale que Benoît avait proposée pour une réception de 22 personnes au lieu de la grande salle du contrat initial qui en prévoyait 70. 22 personnes. Pas les collègues de Maxime, pas les relations professionnelles d'Anaïs, pas les gens dont la présence remplissait une fonction de représentation. 22 personnes qui avaient été choisies selon un critère simple et qui n'est pas si fréquent dans les mariages, l'affection réelle. J'étais assise près de la fenêtre, pas à la table principale, pas à la place d'honneur que Maxime m'avait proposée et que j'avais déclinée parce que ce n'était pas une place d'honneur que je cherchais. J'étais à une table avec Odette et 2 cousines éloignées d'Anaïs que je connaissais depuis longtemps et qui avaient la qualité précieuse de parler sans chercher à impressionner. La lumière de novembre entrait par la fenêtre en biais et posait sur la nappe une rectangle de clarté pâle que je regardais parfois quand la conversation faisait une pause. Anaïs est venue me voir avant que le repas commence. Elle portait une robe simple, crème, sans les fioritures de la robe blanche du mariage civil. Elle avait les cheveux relevés de façon moins élaborée. Elle ressemblait plus à elle-même, ou du moins à la version d'elle-même que je connaissais dans les moments privés, celle qui existait avant les stratégies et les façades. Elle s'est assise en face de moi, sans cérémonie, et elle a posé ses mains sur la table entre nous deux, paume vers le bas, geste ouvert. Elle n'a pas fait de discours. Elle a dit « Maman ». Et puis elle a dit « Merci d'être là ». Et puis elle a dit que c'était plus difficile à dire que ça en avait l'air parce que « Merci d'être là » n'était pas la même chose que « Désolé de ce qui s'est passé » et elle le savait et elle ne cherchait pas à confondre les deux. Qu'elle avait encore beaucoup de travail à faire pour mériter vraiment la confiance qu'elle avait abîmée. Que ce repas était un début et rien de plus. J'ai posé une de mes mains sur les siennes. J'ai dit que c'était assez pour aujourd'hui. Que les débuts, c'était ce dont on avait besoin pour continuer. Que j'étais là. Maxime a fait un toast. Bref, sincère, sans éloquence cherchée. Il a remercié les gens présents pour leur présence réelle, il a utilisé ce mot, réel, avec une intention visible. Il a dit que le mariage qu'ils célébraient ce soir était peut-être moins spectaculaire que celui qu'ils avaient prévu, mais qu'il lui semblait, avec le recul de ces dernières semaines, que c'était le bon mariage, celui qui leur ressemblait. Il m'a regardé en disant ça. Pas ostensiblement. Juste un regard de quelques secondes, direct et honnête. J'ai incliné la tête légèrement. Le repas était alsacien dans ce qu'il avait de plus simple et de plus vrai. Une choucroute maison préparée par un traiteur local que Benoît recommandait pour les petits groupes. Du bake-off dans des terrines individuelles en grès. Du pain au levain fait par une boulangerie du quartier. Et du gewürztraminer dans des verres ordinaires, pas les verres fins du contrat initial, juste des verres propres et honnêtes qui contenaient un vin qui méritait d'être bu pour ce qu'il était. J'ai mangé avec appétit. C'était la première fois depuis des semaines que j'avais vraiment faim. Odette a fait rire la table plusieurs fois. Elle avait ce don de trouver dans n'importe quelle situation la fissure par laquelle glisser quelque chose de léger sans minimiser ce qui était lourd. Une des cousines d'Anaïs, une femme d'une 60aine d'années du côté de Colmar, m'a dit en aparté qu'elle avait entendu parler de ce qui s'était passé et qu'elle trouvait que j'avais eu du courage. Je lui ai dit que je ne savais pas si c'était du courage ou simplement de l'honnêteté tardive. Elle m'a dit que dans sa famille à elle, les deux se ressemblaient souvent. Voilà. C'est là que je dois vous parler de quelque chose que j'avais gardé pour ce moment-là, pour ce repas de novembre, et qui s'est passé après le dessert, quand la plupart des gens avaient commencé à passer dans l'autre petite salle où il y avait du café et des petits gâteaux. Anaïs m'a apporté quelque chose. Une enveloppe, petite, format carré, comme celle qu'on utilise pour les cartes de vœux. Elle me l'a tendue sans rien dire, et elle est restée debout, à côté de ma chaise, pendant que je l'ouvrais. À l'intérieur, il y avait une photographie, une seule. Pas la photo du parvis de la mairie, pas un cliché du photographe éditorial de la grande réception qui n'avait pas eu lieu. Une photo prise ce jour-là, pendant le repas, par Maxime avec son téléphone. Pas une photo posée.
Une photo de moi assise près de la fenêtre avec Odette, de dos à moitié, le visage tourné vers la lumière de novembre qui entrait en biais sur la nappe. Mes mains sur la table, ma robe bordeaux, et cette clarté pâle autour de moi qui n'était pas flatteuse au sens photographique du terme, mais qui était vraie, entièrement vraie, la lumière de ce jour-là sur le visage de cette femme-là dans cette salle-là. Et au dos de la photo, Anaïs avait écrit de sa grande écriture penchée vers la droite. La première image vraie de mon mariage. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. J'ai regardé la photo longtemps. J'ai regardé la fenêtre de la salle qui donnait sur les tilleuls. Et j'ai pensé à Gérard encore une fois, à ses mains dans la farine, à sa façon de rire qui faisait vibrer les vitres. J'ai pensé qu'il aurait aimé cette photo, qu'il aurait trouvé qu'elle ressemblait à ce qu'on était vraiment. Pas ce qu'on voulait paraître, ce qu'on était vraiment. Avant de vous dire comment cette histoire se termine, j'ai besoin de m'arrêter avec vous une dernière fois. Vous qui êtes restés avec moi depuis le début, depuis le billet sur la vitre et les portes fermées, depuis la table de cuisine et les reçus de paiement et la nuit sans sommeil. Vous avez tout suivi, et je veux que vous sachiez que ça compte. Que votre présence à vous, là où vous êtes en ce moment, dans votre chambre ou dans votre cuisine ou dans votre voiture garée quelque part, cette présence-là, elle a de la valeur. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus touché dans cette histoire. Un moment précis, une phrase, un détail, je les lirai tous. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'on ne célèbre pas l'amour dans un endroit payé avec de la honte, partagez ceci avec cette personne. Parfois, les histoires trouvent les gens qui en ont besoin si on les aide un peu. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a une nouvelle histoire demain et elle aussi sera vraie. Les semaines qui ont suivi la deuxième réception ont eu cette qualité particulière d'un début de saison qu'on observe sans encore y croire tout à fait. Novembre en Alsace a quelque chose d'honnête. Il n'essaie pas de faire semblant d'être l'été. Il est ce qu'il est, gris et doux, et chargé d'une mélancolie qui n'est pas triste mais réflexive. J'aimais novembre depuis toujours, peut-être parce que c'est le mois où Gérard était mort, et que d'une façon étrange, j'avais appris à l'associer non pas à la perte, mais à la clarté que la perte laisse derrière elle quand elle a fini de faire son travail. Anaïs m'appelait 2 fois par semaine, pas pour des questions financières, pour parler, pour me raconter les petites choses de sa vie de femme mariée, les débuts d'une nouvelle organisation, Maxime qui cuisinait le dimanche et qui était meilleure qu'elle ne l'aurait cru, une plante qu'elle avait achetée pour l'appartement et qui se portait mieux qu'attendu. Des choses ordinaires, des choses vraies. Le genre de conversation que les mères et les filles ont quand elles ont cessé de se gérer mutuellement et qu'elles ont commencé à simplement se parler. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des silences qui portèrent du poids. Il y avait des sujets qu'on contournait parce qu'on n'était pas encore prête à les traverser ensemble. La confiance ne se reconstruit pas sur 1 mois ou 2. Elle se reconstruit sur du temps, sur des actes répétés, sur la preuve accumulative que les gens que nous aimons sont capables de nous voir, même quand ça leur coûte quelque chose. Nous étions au début de ce chemin-là. Et j'avais appris, à 78 ans, qu'un début honnête valait mieux qu'une fin arrangée. Benoît Schmitt m'avait fait parvenir, quelques jours après la deuxième réception, un courrier professionnel qui précisait les modalités de remboursement partiel des sommes non utilisées lors de l'annulation de la grande réception. La somme était significative. Elle représentait plusieurs mois d'économie de Gérard, de ses nuits sans sommeil, de cette farine sur les avant-bras. Je l'ai reçu et je l'ai regardé longtemps sur le relevé de compte. Puis j'ai appelé Odette. Je lui ai demandé si elle était libre la semaine suivante, si elle avait son passeport à jour, si elle avait déjà voulu aller à Colmar sans raison particulière, juste pour marcher dans les ruelles et manger une tarte flambée et regarder les bâtisses à colombage en buvant quelque chose de chaud. Odette a ri. Elle m'a dit que son passeport était à jour depuis 20 ans et qu'elle commençait à désespérer d'avoir une raison de le sortir du tiroir. Nous sommes partis le vendredi suivant. 2 vieilles femmes de Strasbourg dans un train qui mettait 20 minutes pour arriver à Colmar, avec des valises légères et aucun programme précis. Nous avons marché dans la petite Venise. Nous avons déjeuné dans un restaurant que nous avions choisi au hasard en entrant parce que ça sentait bon depuis le trottoir. Nous avons acheté des confiseries dans une boutique aux vitrines encombrées de pots et de sachets.
Nous avons pris un café dans un salon de thé avec des banquettes en velours bordeaux, la même couleur que ma robe, et Odette avait ri en le remarquant. Pendant ces 2 jours à Colmar, je n'ai pas pensé continuellement à Anaïs. Je n'ai pas repassé en boucle les conversations difficiles. Je n'ai pas refait le calcul de ce qui aurait pu être différent. J'ai marché, j'ai mangé, j'ai regardé les canaux et les façades peintes et la lumière de novembre sur les toits. J'ai été là, simplement, dans ma propre vie, sans être la ressource de quelqu'un d'autre, ni la partie invisible d'une histoire plus grande. C'était une forme de liberté, pas spectaculaire, pas dramatique, juste la liberté ordinaire d'une femme qui existe pour elle-même quelques jours, avec une amie qui la connaît depuis 50 ans et qui n'a jamais eu besoin de la cacher dans un tiroir. Le dernier soir à Colmar, Odette et moi avons dîné dans une Winstub minuscule où les tables étaient serrées et où le patron connaissait les clients par leur prénom. Nous avons commandé du coq au Riesling et du pain bis et un pichet de vin léger. Et à un moment, entre le plat et le dessert, Odette m'a regardé avec cette façon qu'elle avait de regarder les choses importantes, directement et sans ornement. Elle m'a demandé si j'étais en paix. J'ai réfléchi honnêtement. Pas pour lui donner une réponse qui sonnait bien, mais vraiment. J'ai dit que je ne savais pas encore si en paix était le bon mot, que la paix ça demandait peut-être plus de temps que ça, mais que j'étais en ordre, que les choses avaient leur place, même les choses douloureuses, même les choses inachevées, et qu'être en ordre à 78 ans après avoir traversé ce qu'on avait traversé, ça, c'était assez. Odette a levé son verre. J'ai levé le mien. Nous avons bu en silence. Et dehors, les ruelles de Colmar portaient les lumières du soir sur les pavés mouillés, et les bâtisses à colombages regardaient tout ça avec la patience tranquille de ce qui a vu passer des siècles et ne s'étonne plus de grand-chose. C'est dans ces moments-là que je comprends quelque chose que les jeunes n'entendent pas encore. Pas parce qu'ils sont incapables de l'entendre, mais parce que la vie n'a pas encore eu le temps de le leur montrer. La vraie dignité n'est pas dans les photographies. Elle n'est pas dans les salons élégants, ni dans les robes blanches, ni dans les menus à 4 services. Elle est dans la façon dont on se tient quand personne ne regarde. Dans la façon dont on signe un contrat qui protège notre propre présence, parce qu'une amie de 70 ans nous a appris que certaines choses méritent une trace écrite. Dans la façon dont on colle un billet sur une vitre froide un vendredi soir d'octobre, avec des mains qui ne tremblent pas autant qu'on l'aurait cru. Dans la façon dont on reste debout dans son propre couloir quand sa fille dit des mots qui font mal et qu'on laisse ces mots exister sans les couvrir d'autre chose, parce que la vérité a plus de valeur que le confort. Je suis rentrée à Strasbourg un dimanche soir. Mon appartement de la rue des Serruriers m'a accueilli avec sa lumière jaune et ses poutres et ses pigeons absents parce qu'il faisait nuit. J'ai posé ma valise dans le couloir. J'ai fait chauffer de l'eau pour une tisane. Et j'ai sorti la photo de l'enveloppe carrée qu'Anaïs m'avait donnée à la maison des Tilleuls. Je l'ai regardée encore une fois. Moi, près d'une fenêtre, dans la lumière de novembre. Ma robe bordeaux, mes mains sur la table. Et j'ai pensé que cette image-là, elle avait sa place quelque part. Pas dans un tiroir, pas cachée, visible. Je l'ai posée sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, là où la lumière du matin entre en premier. À côté du pot à herbe où pousse mal mon persil depuis des années. À côté de la tasse de café qui sera à moitié vide demain matin comme elle l'est tous les matins. Là, dans ma vie quotidienne, parmi les choses ordinaires qui constituent une existence réelle. Et je me suis dit que c'était bien. Que c'était même très bien. Il y a des matins à Strasbourg où la lumière arrive d'une façon particulière. Pas tous les matins. Pas souvent même. Mais quelquefois, en hiver surtout, quand le ciel s'est dégagé pendant la nuit et que le froid a rendu l'air transparent comme du verre soufflé, la lumière entre par les fenêtres avec une qualité presque solide, presque tangible, comme si on pouvait poser la main dessus et sentir son poids. Ce matin-là, le matin dont je veux vous parler maintenant, la lumière était comme ça. Elle entrait par la fenêtre de la cuisine et elle tombait exactement sur la photo posée sur le rebord, cette photo qu'Anaïs m'avait donnée à la maison des Tilleuls, et elle l'éclairait d'une façon que je n'avais pas prévue et qui m'a arrêtée net au milieu du couloir avec ma tisane dans les mains. Je me suis approchée. J'ai regardé la photo dans cette lumière-là. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu les autres fois. Pas un détail nouveau dans l'image.
L'image était la même, moi près de la fenêtre, ma robe bordeaux, Odette de profil à ma gauche, la clarté de novembre sur la nappe. Ce que j'avais vu cette fois-là, c'était quelque chose dans la posture de la femme sur la photo, la façon dont elle tenait les épaules, la façon dont ses mains reposaient sur la table, pas crispées, pas défensives, ouvertes et calmes comme les mains d'une personne qui est là parce qu'elle a décidé d'être là et non parce qu'on lui a accordé une permission. La façon dont son visage se tournait vers la lumière sans effort, naturellement, comme une plante qui n'a pas besoin d'apprendre à chercher le soleil. Cette femme-là avait traversé quelque chose, et elle était encore là. Plusieurs mois se sont maintenant écoulés depuis cette deuxième réception. Je ne vais pas vous raconter que tout est devenu simple et lumineux et parfait, parce que ce ne serait pas vrai, et parce que vous méritez mieux que les mensonges confortables. Ce que je peux vous dire, c'est ce qui a changé, et ce qui ne changera plus. Et ce qui a changé est plus significatif que ce que j'aurais osé espérer le soir où j'ai collé le billet sur la vitre froide d'un salon fermé en octobre. Anaïs m'appelle. C'est une chose en apparence petite et en réalité immense. Elle appelle non pas pour me demander de signer quelque chose ou de valider un budget ou de couvrir une dépense, mais pour me parler. Pour me raconter comment va sa plante sur le rebord de sa fenêtre. Pour me dire que Maxime a essayé de faire du pain au levain le dimanche et que le résultat était très imparfait et que c'était la première fois depuis longtemps qu'elle avait ri vraiment, d'un rire qui venait d'en bas et qui n'était pas calculé. Pour me demander si j'ai bien dormi, si ma hanche me fait encore mal les matins froids, si j'ai envie qu'elle vienne samedi. Ces conversations-là, je les reçois avec une attention particulière. Pas parce qu'elles sont extraordinaires, parce qu'elles sont ordinaires d'une façon qui ne l'était pas avant. Parce que l'ordinaire entre une mère et sa fille est un privilège qu'on ne mesure vraiment qu'après avoir traversé le moment où il n'existait plus. Maxime est venu me voir seul, un soir de décembre, sans Anaïs. Il avait téléphoné l'avant-veille pour demander s'il pouvait passer. Il est arrivé avec une bouteille de pinot gris et le genre d'air qu'ont les hommes honnêtes quand ils viennent dire quelque chose qu'ils ont longuement préparé et dont la préparation leur a coûté. Je l'ai fait asseoir à la table de cuisine. J'ai sorti 2 verres et il a commencé à parler. Il m'a dit qu'il avait réfléchi depuis le mois d'octobre, qu'il avait compris des choses sur Anaïs que les 3 années qu'ils avaient au passé ensemble avant le mariage ne lui avaient pas montrées, ou qu'il avait vues sans les nommer. Il m'a dit qu'il n'avait pas l'intention de me demander pardon à sa place, parce que le pardon d'Anaïs lui appartenait à elle seule, et que ce n'était pas à lui de le distribuer, mais qu'il voulait me dire qu'il me voyait, qu'il avait toujours aimé Anaïs, mais que depuis octobre, il connaissait une partie de sa propre femme qu'il n'avait pas connue avant, et que ça rendait leur mariage plus difficile et plus réel et plus sien en même temps. Que comprendre d'où venaient les gens qu'on aime, y compris les parties qu'ils ont cherché à cacher, c'était quelque chose qui ne diminuait pas l'amour, mais qui lui donnait une profondeur que la surface ne peut pas contenir. Il a dit tout ça avec ses mots à lui, maladroitement par endroits, avec des pauses et des reprises, et une façon d'hésiter sur certains mots, comme si les mots exacts n'existaient pas encore, et qu'il fallait les inventer au fur et à mesure. Et cette maladresse-là était la chose la plus sincère qu'il ait pu m'offrir. Les gens qui maîtrisent trop bien leurs aveux les ont trop répétés. Maxime n'avait pas répété, il parlait vrai. Je lui ai versé du vin. Je lui ai dit que je l'entendais. Je lui ai dit aussi, parce que c'était la vérité et qu'il méritait la vérité, que je l'avais observé depuis qu'il était entré dans la vie d'Anaïs et que j'avais toujours cru qu'il était fondamentalement honnête, même si je ne savais pas encore jusqu'où cette honnêteté le porterait quand les choses deviendraient difficiles. Et que ce soir-là, assis à ma table avec son pinot gris et ses mots imparfaits, il venait de me montrer jusqu'où. Nous avons bu en silence un moment. La lampe à la lumière jaune que Gérard aimait éclairait la table entre nous deux. Et je me suis dit que c'était une bonne lumière pour les conversations importantes, qu'elle ne montrait ni trop peu, juste ce qu'il fallait voir. Ce que je veux vous dire maintenant, vous qui êtes restés avec moi depuis la première phrase, depuis le billet sur la vitre et les mains qui ne tremblaient pas autant que prévu, je veux vous le dire avec toute l'attention dont je suis capable et avec la précision que les choses importantes méritent. Parce que cette histoire n'est pas seulement la mienne.
Elle ressemble à quelque chose que beaucoup d'entre vous reconnaissent, même si les détails sont différents, même si les noms sont différents, même si le salon fermé est dans votre cas une autre porte, d'une autre forme, dans une autre ville. Si vous êtes avec moi jusqu'ici, si vous avez tout suivi depuis la rue des Serruriers jusqu'à Colmar et retour, laissez-moi un commentaire avec le mot « présente ». Un seul mot. Parce que seuls ceux qui ont vraiment écouté comprendront pourquoi ce mot-là et pas un autre. Il dit tout ce que cette histoire dit. Il dit que j'étais là, que je suis là, que malgré tout, j'ai choisi de rester présente plutôt que de disparaître dans la commodité du silence. Écrivez « présente » dans les commentaires et je saurai que vous avez compris. Je veux vous parler maintenant de ce que j'ai appris. Pas de façon abstraite, pas comme une leçon détachée de la vie qui l'a produite, mais de la façon dont les vieilles femmes apprennent les choses vraies, en les portant dans leur corps pendant des années avant de les reconnaître pour ce qu'elles sont. J'ai appris que l'amour silencieux est une vertu qui peut devenir une complicité involontaire. Pendant des années, j'ai aimé Anaïs en me taisant sur les choses qui faisaient mal. Je l'ai aimée en souriant quand elle me présentait autrement selon le contexte. Je l'ai aimée en acceptant les appels financiers sans exiger les appels affectifs. Et cet amour-là était réel. Il n'était pas faux. Il n'était pas calculé, il venait de la même place que l'amour qui avait tenu sa main quand elle était petite et qui avait séché ses larmes quand ses premiers chagrins l'avaient traversée. Mais il était devenu, à force de s'adapter et de s'effacer, une forme de permission. Une permission que j'accordais à ma fille de me traiter comme une ressource plutôt que comme une personne. Et cette permission-là ne servait ni elle ni moi. Elle nous maintenait toutes les deux dans un arrangement qui ressemblait à l'amour, mais qui en manquait la partie essentielle, qui est la vérité mutuelle. J'ai appris que les clauses contractuelles ne sont pas des actes de méfiance. Elles sont des actes de clarté. Quand Odette m'a suggéré d'inscrire ma présence comme condition de ma contribution financière, j'ai eu honte d'y penser. Je trouvais ça indigne d'une mère. Je trouvais que l'amour maternel ne devait pas avoir besoin de protection légale, que c'était rabaisser quelque chose de sacré que de le mettre dans un document. Mais j'avais tort. Les documents ne rabaissent pas l'amour. Ils le respectent assez pour lui donner une forme concrète dans un monde concret. Gérard avait toujours dit que les bonnes ententes font les bons comptes, et je lui avais toujours répondu qu'entre la famille, ça ne se faisait pas de compter. Il avait souri de cette façon qu'il avait quand il savait qu'il avait raison et qu'il choisissait de ne pas insister. C'était lui qui avait raison. J'ai appris que la honte héritée fait des dégâts que ni le temps, ni l'argent, ni les robes blanches ne réparent. Anaïs avait eu honte de ses origines. Pas d'Anaïs entière, pas d'elle-même dans tous ses aspects, mais de cette partie-là de son histoire qui venait d'une boulangerie de Strasbourg et d'un appartement avec des poutres et des pigeons dans la cour. Et cette honte-là, elle ne l'avait pas inventée. Elle l'avait reçue d'un monde qui valorise certaines apparences et marginalise certaines réalités. Un monde qui dit implicitement mais clairement que certains visages appartiennent au cadre et d'autres le gâchent. Elle avait intériorisé ce message. Et je ne peux pas lui reprocher de l'avoir intériorisé parce que nous vivons tous dans ce monde-là et que ces messages sont si constants et si discrets qu'on finit par les confondre avec ses propres pensées. Ce que je peux dire, et ce que j'ai dit à Anaïs lors d'une de ces conversations téléphoniques du soir de ces derniers mois, c'est que la honte héritée se travaille. Qu'elle se nomme d'abord, ce qui est la chose la plus difficile, et qu'on la travaille ensuite, pas tout seul de préférence, avec quelqu'un de compétent qui sait comment ces choses fonctionnent. Anaïs a commencé à voir une thérapeute en novembre. Elle me l'a dit de façon directe, sans le cacher, sans chercher à l'envelopper dans une formulation qui l'atténuerait. Elle me l'a dit comme on dit une décision qu'on a prise pour soi-même et dont on n'a pas besoin d'être approuvé, mais qu'on partage, parce qu'on n'a plus envie de cacher les choses importantes. Je lui ai dit que j'étais contente. Et je l'étais vraiment. J'ai appris que les deuxièmes chances ressemblent rarement aux premières. On imagine souvent la réconciliation comme un retour à l'état précédent, un retour à avant, comme si le pardon était une gomme qui efface et qui laisse la page blanche. Mais ce n'est pas ça. La deuxième chance ne ressemble pas à l'avant. Elle ressemble à quelque chose de nouveau, avec les cicatrices de ce qui s'est passé visibles dedans, intégré, porté. Et ce quelque chose de nouveau est souvent plus solide que l'avant, parce qu'il n'est plus fondé sur des accommodements non dits et des silences consentis,
mais sur la connaissance de ce qu'on est capable de se faire mutuellement et sur la décision consciente d'essayer autrement. La photo est toujours sur le rebord de la fenêtre. Je n'ai pas eu envie de la déplacer. Elle est là chaque matin quand je fais ma tisane. Elle est là quand le soleil entre en biais l'après-midi. Elle est là le soir quand j'éteins la lumière de la cuisine avant d'aller me coucher. Elle est devenue une partie du paysage quotidien de mon appartement, comme les poutres et les pigeons et la tasse à moitié pleine, comme les choses qui font partie de l'endroit où on vit vraiment. Odette est venue la voir la semaine dernière. Elle s'est arrêtée devant le rebord de la fenêtre, elle a regardé la photo un moment avec ses lunettes à monture rouge qu'elle portait maintenant depuis l'automne, et elle a dit, de sa voix directe sans ornement, que c'était une belle photo. Pas belle comme les photos éditoriales aux lumières calculées et aux poses soigneusement travaillées. Belle comme les choses vraies sont belles, sans effort et sans artifice, juste parce qu'elles montrent ce qui est réel. Je lui ai dit que c'était exactement ça. Nous avons bu notre café. Les pigeons se disputaient dans la cour. La lumière d'un matin de janvier entrait par la fenêtre avec ce sérieux particulier que le froid donne aux choses. Et nous avons parlé de la vie comme deux femmes de 70 et 78 ans parlent de la vie quand elles ont appris à ne plus se contenter de ses surfaces. Avec franchise et avec tendresse et avec cette légèreté spécifique qu'on trouve de l'autre côté des choses lourdes quand on les a traversées et qu'on a encore envie de parler de quelque chose d'autre ensuite. Je dois vous parler maintenant de quelque chose que j'entends parfois dans les histoires d'autres gens et qui me préoccupe. Cette idée que dans ces situations-là, la bonne réponse est de pardonner vite et de passer à autre chose. Qu'il faut faire preuve de grandeur d'âme, de générosité immédiate, de ce genre de magnanimité qu'on admire dans les histoires bien racontées où le protagoniste tend la main en souriant à celui qui l'a blessé et où tout le monde pleure des larmes heureuses et rentre chez soi apaisé. Cette idée-là, je veux vous dire que je la trouve belle comme idéale et insuffisante comme pratique. Le pardon vrai n'est pas instantané. Il n'est pas non plus une décision qu'on prend une fois et qui règle tout. C'est quelque chose qui se construit lentement, qui avance et qui recule, qui ressemble certains jours à une évidence et d'autres jours à un effort qu'on renouvelle parce qu'il le mérite. Je n'avais pas pardonné à Anaïs le soir où j'avais collé le billet sur la vitre. Je n'avais pas pardonné non plus le jour de la deuxième réception. Le pardon ne ressemblait pas encore à quelque chose de clairement défini dans ces moments-là. Il ressemblait plutôt à une décision de ne pas laisser la blessure être le dernier mot. Une décision de continuer dans la direction du vrai plutôt que de s'arrêter dans la douleur. Et de là, progressivement, quelque chose qui ressemblait davantage au pardon a commencé à se construire. Pas parce que j'avais oublié, pas parce que ce qui s'était passé n'avait pas compté, mais parce que ma fille montrait, par des actes répétés et des conversations honnêtes, qu'elle cherchait à être différente, et que cette recherche-là méritait qu'on lui laisse de l'espace. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du discernement. Il y a une différence entre pardonner parce qu'on n'a pas le courage de nommer ce qui a été fait et pardonner parce qu'on a nommé ce qui a été fait, qu'on a posé ses conditions et qu'on a vu quelqu'un essayer de les honorer. La première sorte de pardon perpétue les schémas. La deuxième leur donne une chance de changer. Je veux aussi vous dire quelque chose pour ceux d'entre vous qui sont dans une situation similaire à la mienne ou à celle d'Anaïs. Pour ceux qui donnent et qui se cachent. Pour ceux qui reçoivent et qui ferment des portes. Pour ceux qui gardent des silences parce qu'ils croient que le silence est une forme d'amour. Le silence peut être de l'amour. Certains silences sont les plus éloquents des langages d'amour. Gérard et moi avons parlé 42 ans dans des silences qui contenaient plus que la plupart des conversations. Mais il y a des silences qui ne sont pas de l'amour. Il y a des silences qui sont de la peur, de la commodité, de l'évitement. Des silences qui disent, sans le dire, que la vérité coûte trop cher pour qu'on la prononce. Ces silences-là finissent toujours par coûter plus cher encore que la vérité qu'ils ont voulu éviter. Je l'ai vu dans ma propre vie. Je l'ai vu dans celle d'Anaïs. Et je vous le dis maintenant, parce que vous m'avez donné votre temps et votre attention et que ça mérite en retour quelque chose de vrai. Si vous êtes la mère ou le père qui donne en silence et qui accepte en silence d'être mis de côté, je veux vous dire que vous avez le droit de nommer ce qui se passe. Que nommer ne détruit pas l'amour.
que l'amour qui ne survit pas à la vérité n'était pas aussi solide qu'il en avait l'air, et que votre âge n'est pas une faiblesse. Votre âge est une accumulation de jours vécus, de décisions prises, de douleurs traversées et de joies savourées, et cela fait de vous quelqu'un qui a plus que n'importe qui le droit de prendre de la place dans sa propre histoire. Si vous êtes l'enfant qui a eu honte de ses origines, qui a regardé ses parents avec les yeux d'un monde extérieur qui les jugeait insuffisants, je ne suis pas là pour vous accuser. Je suis là pour vous dire que cette honte-là peut se défaire, qu'elle n'est pas définitive, qu'on peut apprendre à regarder ses origines sans les yeux de ceux qui ne les comprennent pas, et qu'en apprenant à les regarder ainsi, on découvre souvent quelque chose de plus précieux que tout ce qu'on a cherché à projeter à leur place. Anaïs commence à le découvrir. Elle en est au début, mais elle a commencé. Et les débuts sont des choses précieuses. Si vous êtes quelqu'un qui a signé un chèque pour quelqu'un qui vous a ensuite fermé une porte, je veux que vous sachiez que vous avez des droits. Pas des droits de vengeance, pas des droits de destruction. Des droits de vérité. Le droit de dire ce qui s'est passé. Le droit de poser des conditions à votre propre générosité. Le droit de ne pas financer votre propre effacement. Ces droits-là existent même sans clause contractuelle. Ils existent parce que vous existez. Et les personnes qui vous demandent de l'aide ont la responsabilité de vous voir en entier, pas seulement la partie de vous qui leur est utile. Permettez-moi de vous parler une dernière fois d'Odette, parce qu'Odette mérite d'être dans cette histoire non pas comme personnage secondaire, mais comme ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire une figure centrale qui n'a jamais été au premier plan, mais sans qui le premier plan n'aurait pas eu la forme qu'il a eue. Odette a 70 ans. Elle a perdu son mari Henri il y a 6 ans. Elle vit dans un appartement 2 rues plus loin que le mien, avec un chat gris qu'elle a appelé Jules, sans raison particulière, sinon que ce nom lui semblait lui convenir, et une bibliothèque qui occupe un mur entier de son salon et qui contient des livres qu'elle a lus pour certains plusieurs fois et qu'elle refuse de trier parce qu'elle dit que les livres ont droit à la permanence. Odette est une amie depuis 50 ans parce qu'elle a toujours choisi la précision sur le confort. Elle ne m'a jamais dit ce que je voulais entendre quand ce que je voulais entendre n'était pas la vérité. Elle m'a dit ce qui était vrai, avec la douceur nécessaire, mais sans la distorsion que l'amitié commode aurait pu introduire. Et ça, sur 50 ans, c'est un cadeau dont la valeur ne se mesure pas. Je lui ai demandé un soir si elle ne regrettait pas parfois de m'avoir suggéré cette clause contractuelle. Si elle n'avait pas eu l'impression d'avoir allumé quelque chose qu'elle n'était pas sûre de pouvoir maîtriser. Elle a réfléchi vraiment, avec ce sérieux qu'elle mettait aux questions qui le méritaient. Et elle a dit non. Elle a dit qu'elle n'avait pas allumé quelque chose. Elle avait juste mis une lampe à portée de la main dans une pièce qui était sombre depuis longtemps. Ce que j'en avais fait, c'était moi qui l'avais décidé. Et ce que j'en avais fait, ça lui semblait juste. Je pense à ça souvent, cette métaphore de la lampe. Et je pense que c'est ça, la bonne amitié. Pas quelqu'un qui éclaire à ta place. Quelqu'un qui s'assure que tu as une lampe et qui te fait confiance pour l'allumer toi-même quand tu es prête. La vie à Strasbourg continue. Les saisons passent sur la rue des Serruriers avec leur ponctualité indifférente et apaisante. Les pigeons sont revenus avec les jours plus doux. La tisane du matin est chaude. Les poutres de l'appartement portent toujours leurs 40 ans de bruit ordinaire et de silence ordinaire et de vie ordinaire. Et l'ordinaire est une chose merveilleuse qu'on ne sait apprécier vraiment qu'après avoir traversé ce qui n'est pas ordinaire. Anaïs viendra samedi. Elle a dit qu'elle voulait apporter quelque chose à manger, qu'elle essayait une recette de tartes aux pommes depuis 2 semaines et que le résultat était enfin présentable. Je lui ai dit que j'avais du café et que les chaises de la cuisine étaient libres. C'était tout ce qu'il fallait dire. Maxime viendra peut-être aussi, ou peut-être pas. Ces choses-là n'ont plus besoin d'être négociées. Elles arrivent comme elles arrivent, avec la légèreté que donnent les relations qui n'ont plus besoin de se prouver. Nous nous assoirons à la table, sous la lampe à lumière jaune, avec les tasses et les assiettes ordinaires que j'utilise depuis des années et qui n'ont rien d'élégant et qui contiennent les choses qui nourrissent vraiment. Et nous parlerons de la plante d'Anaïs, du pain raté et du pain réussi de Maxime, du chat Jules d'Odette si elle est là, de n'importe quoi de vrai et de proche et de présent. Et la photo sera sur le rebord de la fenêtre, dans la lumière de ce jour-là,
comme une preuve tranquille que les choses peuvent changer si on accepte d'abord de les voir telles qu'elles sont. Je veux m'adresser maintenant à tous les grands-mères et grands-pères, à toutes les mères et tous les pères, à toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce que j'ai vécu, pas forcément dans les détails, mais dans la sensation d'être la partie utile et invisible de quelqu'un qu'on aime. Je veux vous dire ceci, et je veux que vous l'entendiez vraiment, avec toute l'attention que vous pouvez mettre dans cette écoute. Vous n'avez pas à choisir entre aimer et exister. Ce ne sont pas deux choses qui s'excluent. L'amour qui demande votre disparition comme condition de sa confortabilité n'est pas de l'amour, c'est un arrangement qui profite à celui qui prend et qui coûte à celui qui donne. Et le fait que vous aimez sincèrement ne change pas la nature de cet arrangement. Cela ne fait que le rendre plus difficile à nommer et plus douloureux à traverser quand vous décidez enfin de le nommer. Vous avez le droit de prendre de la place. Dans les photographies, dans les salons, dans les conversations, dans les histoires qu'on raconte sur vous. Votre âge n'est pas une raison de disparaître. Votre simplicité n'est pas un défaut à corriger. Vos mains qui ont travaillé, qui ont nourri, qui ont signé, qui ont tenu d'autres mains dans les moments où ces mains en avaient besoin, ces mains méritent d'être dans le cadre. Elles méritent d'être visibles. Et si quelqu'un vous demande de vous effacer pour rendre sa vie plus belle, rappelez-vous ceci. La beauté qui se construit sur votre effacement est une beauté fragile. Elle tient tant que le cadre tient. Et le cadre, tôt ou tard, se confronte à la réalité. Et la réalité, elle, n'efface personne. Elle révèle tout. Voilà ce que j'ai appris. Voilà ce que je vous laisse. Je m'appelle Thérèse Lambercy. J'ai 78 ans. Je vis au 37 de la rue des Serruriers, à Strasbourg, dans un appartement dont les poutres ont plus d'histoire que moi. Et un matin d'octobre, j'ai collé un billet sur la vitre d'un salon fermé avec des mains qui ne tremblaient pas autant que je l'aurais cru. Parce que l'amour de ma fille méritait mieux que le rôle qu'elle m'avait assigné. Parce que l'argent de Gérard méritait mieux que d'être le sol invisible d'une fête où j'étais interdite. Parce que j'avais 78 ans, et que si je n'avais pas appris à ce stade à tenir debout dans ma propre vie, il était peu probable que ça vienne plus tard. Et parce qu'une amie de 70 ans avait mis une lampe à portée de ma main, et que j'ai décidé de l'allumer. Vous qui m'avez écouté jusqu'à la fin, vous qui êtes resté avec cette vieille femme de Strasbourg à travers chaque moment de cette histoire, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous m'avez donné un cadeau ce soir. Le cadeau d'une présence. Quelque part, dans votre ville, dans votre chambre, dans votre cuisine ou votre salon, vous avez choisi de donner votre temps à cette histoire et ce choix-là compte pour moi d'une façon que je n'arriverai pas à exprimer complètement avec des mots. Alors je vous demande une dernière chose. Laissez-moi un commentaire avec le mot « présente ». Seuls ceux qui ont vraiment écouté, qui ont suivi chaque courbe de ce récit, depuis la rue des Serruriers jusqu'au tilleul d'Aubernat et retour, comprendront pourquoi ce mot et pas un autre. Pourquoi la présence est le mot qui résume tout ce que cette histoire dit. Que j'étais là, que j'ai décidé de rester là, que personne n'avait le droit de m'en priver. Écrivez « présente » dans les commentaires. Et dites-moi votre ville. Dites-moi l'heure qu'il est chez vous. Dites-moi si vous avez quelqu'un dans votre vie qui mérite d'entendre cette histoire. Une mère, une grand-mère, une amie, une femme qui donne en silence et qui accepte trop d'être tenue hors cadre. Partagez ce récit avec elle. Pas pour lui donner une leçon, pour lui dire qu'elle n'est pas seule, que d'autres femmes ont traversé ça et en sont sorties debout et en ordre, sinon entièrement en paix. Appuyez sur le j'aime si cette histoire vous a touché à un endroit vrai, pas le j'aime de politesse, le j'aime de quelqu'un qui a reconnu quelque chose. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'il y a ici une nouvelle histoire chaque jour et que chacune d'elles parle de quelqu'un de vrai dans une vie vraie, avec des blessures vraies et des forces vraies. Et peut-être que celle de demain sera la vôtre, ou peut-être qu'elle sera celle de quelqu'un que vous aimez et qui en a besoin sans encore savoir comment le demander. Je referme maintenant. Ma tisane est froide. La lumière de ma lampe jaune éclaire la table vide et les tasses rangées et la photo sur le rebord de la fenêtre. Dans quelques jours, Anaïs viendra avec sa tarte aux pommes enfin réussie. Nous nous assoirons. Nous parlerons. Et quelque part dans ces gestes ordinaires, dans cette présence simple d'une mère et d'une fille autour d'une table commune,
Il y aura quelque chose de plus précieux que toutes les photographies éditoriales du monde. Il y aura la vérité. Ma fille a cru qu'en me retirant du cadre, tout deviendrait plus beau. Quand elle a trouvé le salon fermé, elle a compris que nulle fête ne peut s'ouvrir vraiment sur une joie construite au-dessus de la honte de celle qui a aimé en silence. Du fond de mon appartement de la rue des Serruriers, du fond de cette vie simple et vraie qui est la mienne, du fond de ce qui reste d'une femme de 78 ans qui a appris tard, mais bien qu'aimer ne signifie pas disparaître, je vous dis bonne nuit, ou bonjour, ou bon après-midi, quelle que soit l'heure qu'il est chez vous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens qui donnent en silence autour de vous. Et n'oubliez jamais que les mains qui signent dans l'ombre méritent de tenir leur place dans la lumière.